Il y a des moments dans la vie où tout ce en quoi vous avez cru pendant des années s'effondre en une nuit et où vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment eu votre place dans cet endroit que vous appeliez autrefois votre famille. Je m'appelle Amber Callahan, et j'avais 29 ans quand j'ai enfin compris que j'avais été mise à l'écart bien avant que quiconque ne le dise ouvertement. Mes parents ont choisi ma sœur lorsque l'entreprise a enfin commencé à générer des revenus conséquents, et ils m'ont déshéritée comme si je n'avais jamais contribué à ce succès. Notre entreprise familiale a démarré de rien, dans une zone industrielle de l'Ohio, sans investisseurs et sans que personne ne croie en notre survie. Je gérais la plupart des opérations quotidiennes alors que tout était encore fragile. Du traitement des commandes à la négociation des contrats, en passant par le maintien d'une trésorerie saine, au bord du gouffre. Quand on doutait de nous, je suis resté. Quand la presse s'en est mêlée, c'est moi qui ai résolu les problèmes. Puis, le chiffre d'affaires a suffisamment augmenté pour changer le regard que les gens portaient sur nous. Et à ce moment précis, on m'a convoqué dans une pièce fermée où une voix calme m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'es plus concerné par ce testament. Ta sœur, c'est l'avenir. » Aucune explication sincère. Aucune véritable conversation. Je n'avais pas la possibilité de réagir. Après ce jour, j'ai quitté l'entreprise, pris mes distances avec ma famille, coupé tout contact et disparu de leur vie sans laisser de traces. 5 ans plus tard, je ne suis pas revenu pour supplier. Je suis revenu pour reprendre le contrôle. Si les histoires de pouvoir familial réel, de trahison silencieuse et de conséquences bien réelles vous interpellent, prenez un instant pour vous abonner. Restez jusqu'au bout et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Avant l'argent, avant la reconnaissance, il n'y avait que le travail. Cette réalité a façonné mes journées bien avant que notre entreprise familiale ne compte pour qui que ce soit en dehors de notre petit coin industriel de l'Ohio, où les quais de chargement rouillés et les entrepôts vides étaient plus courants que les réussites. Notre entreprise a démarré dans un bâtiment étroit en béton imprégné d'odeur d'huile et de métal, avec des machines d'occasion souvent en panne et une marge d'erreur infime. Aucun mentor pour nous épauler, aucun investisseur pour nous soutenir, et aucune garantie de survie à long terme. Je suis devenu celui qui touchait à presque tous les aspects de l'entreprise, car il le fallait bien. Et j'étais le seul à assumer mes responsabilités lorsque la situation a dégénéré sous la pression. Je gérais les commandes sans formation, tenais la comptabilité à l'aide de simples tableurs, rencontrais des fournisseurs qui tentaient de profiter de notre inexpérience et j'étais en contact direct avec des clients impatients et intransigeants. J'ai vite compris que les erreurs coûtaient cher, et nous n'avions pas les moyens. J'ai donc abandonné la chance au profit d'une méthode rigoureuse. En cas de retard de livraison, je restais à l'entrepôt jusqu'à ce que tout soit réglé. Quand les clients se plaignaient, je répondais au téléphone. Face à l'accumulation des factures, je les traitais une par une, jusqu'à ce que tout soit en ordre, même épuisé et à bout de force. Ma sœur Brittany Callaway était présente dès les débuts, mais son rôle n'a jamais été lié à la gestion opérationnelle de l'entreprise. Elle avait la liberté d'aller et venir, d'explorer ce qui lui plaisait et de se tenir à l'écart des aspects les plus difficiles. Brittany pouvait manifester son intérêt lors des visites et prendre du recul lorsque le travail devenait pénible. Et personne ne remettait en question cet équilibre, car elle était protégée par des principes qui ne s'appliquaient jamais à moi. Mes parents me parlaient dans le calme, tard le soir, une fois les machines éteintes, me promettant que les efforts seraient toujours reconnus et que l'équité ne serait pas un vain mot chez nous. Ils me disaient que lorsque l'entreprise serait solidement établie, ceux qui portaient le plus lourd fardeau seraient respectés, et ils le disaient avec une telle chaleur que je les croyais sans hésiter. Mon père me rappelait souvent que construire quelque chose de concret n'était pas une question de facilité. Ma mère disait que la loyauté était essentielle lorsqu'il s'agissait de décider de l'avenir. J'ai choisi de faire confiance à ces promesses, car je voulais croire que notre famille était différente de ces histoires d'entreprise qui brisent les cœurs. J'ai cessé de penser au week-end. J'ai cessé de penser aux fêtes. J'ai cessé de me soucier de ce que faisaient les autres jeunes de mon âge, car je croyais que le sacrifice était un langage que mes parents comprenaient parfaitement. Pendant des mois, j'ai dormi sur une chaise en métal au bureau, car rentrer chez moi me semblait une perte de temps. Il m'est arrivé de sauter des repas pour alléger les charges salariales. Il y a eu des matins où j'ouvrais le bâtiment seul, dans le noir, car personne d'autre ne voulait venir si tôt. Je ne voyais pas cela comme une exploitation. Je voyais cela comme un investissement dans un bien commun. Je pensais que la valeur du travail me protégerait. Je pensais qu'être indispensable me rendrait intouchable. Je croyais que la confiance accordée librement par une fille qui travaillait sans hésiter créerait un avenir impossible à effacer discrètement. Cette conviction est restée forte pendant des années, assez longtemps pour influencer chacune de mes décisions. Quelques années après que l'entreprise ait commencé à générer des profits importants, j'ai commencé à ressentir une atmosphère pesante au travail, sans pouvoir l'expliquer immédiatement, car rien dans mes tâches quotidiennes n'avait changé. Pourtant,
La façon dont on s'adressait à moi a peu à peu changé. Ma mère ne me demandait plus mon avis avant de prendre des décisions, alors qu'elle avait autrefois une confiance absolue en mon jugement. Elle a commencé à me parler comme à une simple assistante à qui l'on donnait des instructions, plutôt que comme à une personne qui avait bâti les systèmes qui avaient permis à l'entreprise de survivre dans ces moments les plus difficiles. Mon père a cessé de discuter silencieusement avec moi des projets d'avenir, les remplaçant par de brefs comptes rendus qui ressemblaient plus à des notifications qu'à une véritable collaboration, créant une distance silencieuse qui n'a cessé de croître sans que personne n'en parle ouvertement. La présence de Britney est devenue plus visible dans des domaines qui ne l'avaient jamais intéressée auparavant. Et je l'ai vue occuper des postes exigeant une expérience des fournisseurs, de la gestion de la paie et du respect des délais contractuels. Bien qu'elle n'ait jamais été confrontée à une telle pression, personne ne lui a demandé si elle était prête. Personne ne l'a évaluée sur la base de résultats objectifs, et personne ne s'est interrogé sur la rapidité de sa promotion. On attendait simplement de moi que je m'adapte, que j'enseigne, que je la soutienne et que je me mette en retrait lorsqu'elle voulait prendre le contrôle de conversations que je menais auparavant naturellement. La première fois qu'elle a tenté de me corriger devant le patron, elle a déclaré « Faisons-le à ma façon ». Avec une assurance tranquille qui aurait été impressionnante si elle avait reposé sur une réelle connaissance du terrain. Et au lieu de défendre le processus que j'avais conçu, j'ai ressenti une étrange sensation m'envahir tandis que l'Assemblée acceptait silencieusement son autorité. C'est durant cette même période que j'ai rencontré pour la première fois l'avocat de ma famille, Thomas Reed, présenté comme le cerveau juridique à l'origine de la structure croissante de l'entreprise, de ses protections à long terme et de ses accords internes. Il parlait d'un ton mesuré des cadres de responsabilité en matière de conformité et des documents de planification stratégique qui garantiraient l'orientation de l'entreprise. Il ne me voyait pas comme quelqu'un qui façonnait l'avenir, mais comme quelqu'un qui écoutait un plan déjà élaboré sans ma contribution. Les réunions ont commencé à se tenir à huis clos, et je n'en étais souvent informé qu'après la prise de décision, parfois par des courriels résumant les résultats plutôt que de solliciter des stratégies. J'ai commencé à comprendre que ma présence n'était plus nécessaire dans les réunions décisionnelles, même si je restais responsable en cas de problème. Britney a commencé à me confier des tâches au lieu de solliciter ma collaboration, et son ton, d'abord détendu, est devenu directif, provoquant chez moi une tension palpable à chaque fois qu'elle prenait la parole, comme si elle corrigeait une subordonnée plutôt que de s'adresser à celle qui, autrefois, avait porté à elle seule tout le poids des opérations. Je suivais ses instructions car le conflit me semblait une menace pour la position fragile dont je sentais la pression s'estomper. Pourtant, j'avais l'impression de me rétrécir au sein même de la structure que j'avais contribué à bâtir. Mes parents n'ont jamais dit ouvertement que les choses avaient changé, mais je le percevais à la douceur de leur voix envers elle, tandis qu'ils prenaient leur distance avec moi, et je le voyais à la façon dont ils l'écoutaient parler en réunion, comme si elle révélait quelque chose d'extraordinaire. J'ai cessé d'être consulté et j'ai commencé à être informé, ce qui m'a fait prendre conscience, sans que je m'en rende compte, que mon rôle n'était plus défini par la confiance, mais par l'opportunisme. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'une trahison soudaine, mais d'un lent transfert de pouvoir qui s'était opéré discrètement, alors que je me concentrais encore sur la stabilité. Et cette prise de conscience m'a longtemps hanté, même après que l'immeuble se soit vidé chaque soir. Peu avant l'effondrement, le silence est devenu plus pesant que n'importe quelle dispute au sein de l'entreprise, tandis que le manque de sincérité imprégnait chaque conversation importante. Je marchais dans le couloir quand j'ai entendu des voix derrière une porte de bureau entr'ouverte. Quelque chose dans leur ton m'a instinctivement fait ralentir, car ce n'était pas le son habituel des réunions de planification ou des mises à jour de routine qui m'étaient autrefois si familières. Maman parlait plus bas que d'habitude, tandis que papa répondait par des phrases courtes et maîtrisées, qui portaient plus de poids que les mots eux-mêmes. Et j'ai reconnu Thomas au rythme précis de sa voix, car il semblait toujours peser chaque phrase avant de la prononcer. Il parlait de documents finaux et de stratégies à long terme. Et puis j'ai entendu le mot « testament » prononcé si clairement qu'il m'a imprégné, me rendant impossible de feindre l'incompréhension. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé le dossier. Et le fait que la page ne soit pas verrouillée me blessait plus profondément que n'importe quelle confirmation, car cela signifiait que mon absence de ces pages était devenue banale pour ceux qui étaient censés me protéger. Je lisais chaque page lentement, non pas dans l'espoir d'y trouver mon nom, mais parce que j'avais besoin de temps pour comprendre ce que cela signifiait, qu'il était totalement absent. Cette absence ne semblait ni accidentelle, ni incomplète, ni négligente. Elle paraissait structurée, intentionnelle, et déjà acceptée. Je suis entré dans le bureau de mes parents sans demander la permission, car à cet instant, j'ai compris que la permission n'avait plus cours concernant ma place dans leur monde. Ils ont paru brièvement surpris avant que leur expression ne se transforme en une expression de sérénité plutôt que de confusion. Je leur ai posé une simple question.
Pourquoi mon nom n'y figurait-il pas? Maman a évité mon regard tandis que papa croisait lentement les bras, non par hésitation, mais avec assurance, avant de me regarder droit dans les yeux et de dire, sans hausser le ton ni chercher à me réconforter, « Tu ne corresponds pas à la direction que prend cette entreprise. » Ces mots ne résonnaient pas avec autant de force ni d'émotion, mais ils portaient une fatalité telle une porte qui se ferme définitivement, sans espoir de jamais la rouvrir. Thomas resta complètement silencieux, et son absence de réaction était plus éloquente que n'importe quelle défense, car son regard croisa brièvement le mien avant de se détourner, indiquant clairement qu'il connaissait déjà l'issue et n'avait aucune intention de la contester. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni accusé personne, car lorsque la conversation en est arrivée là, j'ai compris que leur décision était prise bien avant même que je ne me tienne sur le seuil, et qu'il n'y avait plus rien à redire. En quittant le bureau, la colère ne m'a pas envahi, mais la lucidité. Et cette lucidité m'a accompagné, car elle m'a révélé qu'une limite avait été franchie bien avant que je ne me permette de la voir. J'ai compris à cet instant que j'étais du mauvais côté. La nuit où je suis parti sans me retourner fut étrangement calme. Non pas parce que la paix régnait, mais parce que j'avais déjà accepté que plus rien dans ce bâtiment ne m'appartenait. Je n'ai pas prononcé de discours. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exigé d'explication, car je savais que la décision de me supprimer était déjà prise bien avant mon arrivée au bureau ce soir-là. J'ai remis ma démission officielle via le système interne, tandis que les lumières du couloir vacillaient au-dessus de moi dans leur bourdonnement habituel, et j'ai regardé l'écran de confirmation se charger sans le moindre soulagement. Juste la conscience implacable que je fermais une porte qui ne se rouvrirait jamais. Personne ne m'a demandé de revenir sur ma décision. Personne n'a tenté de m'en dissuader. Et le silence de la direction indiquait clairement que mon absence serait perçue comme une correction plutôt que comme une perte. Quelques heures plus tard, mon accès au système de l'entreprise était révoqué. Ma connexion était impossible. Mes fichiers étaient verrouillés. Mes messages internes avaient disparu. Les projets que j'avais créés de toutes pièces étaient soudainement considérés comme un signal pour d'autres personnes. Et ce changement fut plus froid que n'importe quelle dispute, car il avait le ton d'une éviction silencieuse et délibérée plutôt que d'un conflit. Alors que je vidais les derniers recoins de l'espace de coworking, Britney entra dans l'embrasure de la porte, le visage impassible, comme habituée à jouer la comédie. Elle me regarda avec une assurance détachée, fruit de son expérience. Sa voix était assurée, et ses mots, d'une précision chirurgicale, ne laissaient aucune place à la douceur. Après tout, tu n'as jamais été le visage de cette entreprise. Elle ne cria pas. Elle n'hésita pas. Elle prononça ces mots comme si elle les avait répétés des années durant, et je sus à cet instant précis que ma valeur avait déjà été redéfinie à leurs yeux bien avant qu'elle ne prenne la parole. Le soir même, je pris la voiture pour aller chez mes parents récupérer mes dernières affaires. Je n'annonçai pas mon arrivée. Je ne demandais pas la permission d'entrer. Je traversais des pièces qui m'étaient autrefois familières et ne vis plus rien qui m'appartienne. Les murs n'avaient pas l'air hostiles, mais ils n'offraient plus cette protection, et la distance entre celle que j'étais et celle que je devenais semblait irrémédiable. J'ai emménagé dans un petit appartement que j'avais discrètement obtenu sans rien dire à personne. J'avais payé la compte moi-même, signé le bail à mon nom et je me suis retrouvé dans un salon vide qui sentait la peinture fraîche et la moquette fine. Ce n'était pas impressionnant. Ce n'était pas confortable. C'était chez moi. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai écrit aucune lettre. Je n'ai expliqué mon départ ni à ma famille ni à nos connaissances communes, car j'en avais assez d'essayer de traduire ma douleur dans un langage que les gens avaient déjà décidé de ne pas comprendre. J'ai choisi le silence non par faiblesse, mais par protection. Et j'ai choisi la distance non par punition, mais par survie. À partir de cette nuit-là, j'ai cessé de chercher à être vu par ceux qui m'avaient appris que ma présence pouvait être effacée sans conséquence. 5 années se sont écoulées dans le silence, pendant lesquelles j'ai construit une vie qui m'appartenait pleinement. Après avoir tourné le dos à tout ce qui avait autrefois rythmé mes journées, j'ai réalisé à quel point ma force avait été forgée par la pression plutôt que par le soutien. Alors j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais appris plutôt que de le laisser pourrir en moi. J'ai créé mon entreprise sans investisseur, sans nom de famille, sans filet de sécurité, avec pour seuls atouts mon instinct opérationnel et la rigueur financière acquise au fil des années. J'ai loué un petit bureau industriel, négocié directement avec les fournisseurs, géré ma propre logistique et appris à me débrouiller dans un environnement où mon passé importait peu. Pour la première fois de ma vie, chaque succès était sans contrepartie, sans que mon nom soit lié à des attentes et sans que personne ne cherche à redéfinir mon rôle. Le premier gros contrat est arrivé discrètement, sans cérémonie ni réunion d'approbation, mais son importance dépassait celle de tous les contrats que mon ancienne entreprise avait pu célébrer. Il s'agissait d'un contrat de fabrication régionale exigeant une gestion des risques rigoureuse et un engagement à long terme. Et lorsque je l'ai signé,
J'ai ressenti un calme surprenant, car il ne s'agissait pas d'un enthousiasme motivé par la vengeance ou la quête de reconnaissance. C'était la stabilité que procure la maîtrise. Je n'ai appelé personne pour partager la nouvelle, et je n'ai pas cherché de visage familier dans la foule, car je savais déjà que cette victoire m'appartenait entièrement. L'argent ne me donnait pas un sentiment de puissance. Mais cette indépendance a changé ma perception de moi-même, car à ce moment-là, rien ne dépendait de l'approbation de mes parents. Peu après la stabilisation de mon entreprise, j'ai commencé à entendre des rumeurs concernant la société que j'avais quittée. Mes contacts dans le secteur parlaient d'abord avec prudence, puis plus ouvertement avec le temps, évoquant des retards de production, des décisions de gestion instables et une méfiance croissante envers les partenaires de longue date. Les fournisseurs qui respectaient autrefois cette marque se plaignaient désormais de factures impayées et d'une mauvaise communication, tandis que les concurrents commençaient à s'emparer de contrats autrefois considérés comme irrévocables. Je n'ai jamais demandé de détails directement, mais l'information me parvenait au fil des conversations professionnelles habituelles, et chaque nouvelle confirmait ce que je pressentais déjà d'un leadership fragile. Lorsque l'ego remplace les compétences, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter des actions. Je n'ai jamais utilisé mon nom, je n'ai jamais rien signé directement et je ne me suis jamais impliqué dans les transactions. J'ai travaillé par l'intermédiaire d'intermédiaires spécialisés dans les acquisitions discrètes, des personnes qui savaient que, dans certaines situations, le contrôle primait sur la visibilité. Je suis restée patiente et persévérante, n'achetant que ce qui était judicieux, observant les tendances, décelant les faiblesses cachées et veillant à ce qu'aucune piste ne me soit attribuée. Le processus était exempt de tension, seulement d'un sentiment de sérénité, car je n'étais pas animée par un esprit de vengeance. Au cours de ces 5 années, j'ai consolidé ma position. Je n'ai jamais contacté ma famille ni répondu aux rumeurs les concernant. Je n'assistais à aucun événement où leur nom était mentionné. Je ne passais plus devant l'ancienne maison et je n'ouvrais pas les messages provenant de numéros inconnus. Ils sont devenus une partie d'une histoire que j'ai choisi de ne pas revivre émotionnellement, même en observant leur effondrement professionnel à distance. Mon silence était délibéré, car tout contact aurait brisé la discipline que j'avais si durement instaurée, et je refusais de laisser la nostalgie entamer la concentration qui me permettait d'avancer. Ma position étant assurée, je ne ressentais plus de colère, seulement de la lucidité. J'avais bâti quelque chose de solide, je l'avais protégé, j'avais observé en silence l'ancienne structure se délabrer sans y toucher et je me préparais à l'avenir sans révéler ma présence. Tout ce que j'avais gagné, je l'avais gagné sans autorisation, conservé sans bruit et protégé sans excuse. Il y a quelques mois, je suis rentré discrètement dans ce bâtiment, sans prévenir, sans attirer l'attention de personne et sans demander la permission à ceux qui pensaient que je n'y avais plus ma place. Le processus de prise de contrôle avait commencé bien avant mon retour. Les documents légaux ont été traités par les voies officielles pendant des mois, examinés par les équipes de conformité, vérifiés par les registres du commerce et finalisés discrètement par des personnes qui ont traité l'affaire comme une simple transaction commerciale. Lorsque le document final a été signé, aucun chaos n'a régné dans le bâtiment. Aucune réunion d'urgence n'a été convoquée, aucune alarme n'a été déclenchée, et personne ne s'est rendu compte que la propriété avait discrètement changé de main. Le premier véritable changement s'est produit dans une salle de conférence vitrée. Brittany était assise en face du représentant légal, conservant initialement sa posture habituelle, le menton levé comme si elle était chez elle. Alors qu'on lui tendait les documents, Brittany s'est exclamée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas être licenciée de l'entreprise de mes parents. » Quelques minutes plus tard, sa voix s'est durcie et est devenue plus grave lorsqu'elle a lancé. « Pour qui vous prenez-vous pour avoir le droit de me faire ça ?» La rupture du contrat s'est faite par le biais de clauses et de règlements. Il n'y a pas eu de dispute, pas de scène dramatique, juste la fin officielle d'un poste qui avait duré bien plus longtemps qu'il ne le méritait. Peu de temps après, maman et papa n'ont plus pu entretenir la maison qui avait été le symbole de tout ce qu'ils pensaient avoir protégé. Alors que les mensualités du prêt immobilier diminuaient et que toutes les options s'amenuisaient, j'ai entendu la voix de maman trembler pour la première fois au téléphone avec un employé de banque. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Cette maison, c'est toute notre vie. Papa, qui s'efforçait toujours de garder son calme, a parlé doucement à maman un soir, persuadé que personne ne l'écoutait. Je n'aurais jamais imaginé que ça se terminerait comme ça. Nous n'avions rien fait de mal. Ils ont été contraints de vendre la maison en silence, de faire leurs valises sans explication, sans dire au revoir, abandonnant une vie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Ils ont emménagé dans un appartement dont j'étais propriétaire par le biais d'une agence immobilière. Au début, ils ignoraient qui était derrière tout ça. Quand la vérité a éclaté, maman m'a regardé d'une voix étranglée. « Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents ?» Papa n'a pas crié. Il a parlé lentement, d'une voix rauque. «
On n'aurait jamais cru que tu deviendrais comme ça. Quand est venu le moment d'ajuster le loyer, tout a été fait dans les règles, ai-je dit calmement, sans hausser le ton, sans trembler. Le contrat doit être mis à jour pour tenir compte des prix du marché. Il n'y a pas eu de dispute, pas de larmes soudaines, juste un silence pesant entre ceux qui m'avaient jadis considéré comme leur propre sang. Leur regard a changé après cela. Non pas avec approbation, non pas avec chaleur, mais avec la prise de conscience tardive que le monde qu'ils contrôlaient avait complètement basculé. Je ne me suis pas expliqué, car les explications suscitent toujours des disputes auxquelles je ne veux plus participer. Je ne suis pas revenu pour les détruire, ni pour les sauver. Je suis revenu pour occuper la place qu'ils pensaient autrefois que je ne méritais pas. Et je suis restée là, silencieuse, sans excuse, sans peur, sans reculer. Ce matin-là, tout s'acheva dans le calme tandis que le soleil se levait sur une ville qui me semblait étrangement lointaine, loin de la vie que j'avais connue. Assise seule à mon bureau, je ne ressentais aucune urgence à parler, à expliquer, ni à adoucir une vérité que j'avais mis des années à accepter. Maman et papa demandèrent à me voir et choisir une petite salle privée dans un restaurant tranquille. Lorsqu'ils s'assirent en face de moi, ils paraissaient tous deux plus vieux que dans mon souvenir, non pas à cause de la solitude, mais à cause du poids de la perte de contrôle sur ce monde qu'ils croyaient posséder. Maman prit la parole la première, les mains tremblantes en tenant sa tasse de café. « Nous avons eu tort, et nous n'aurions jamais dû te traiter ainsi. » Papa ne l'interrompit pas, mais après un long silence, il se pencha en avant et, d'une voix plus faible que jamais, me dit « Nous aurions dû te protéger, pas te repousser. Et je sais qu'il est peut-être trop tard pour le dire maintenant. » Je l'écoutais sans colère, sans trembler, sans envie de discuter, car j'avais déjà dépassé le stade où leurs paroles pouvaient faire naître quelque chose de nouveau en moi. Alors, calmement, je leur ai dit que je ne les considérais plus comme faisant partie de ma vie, non par vengeance ou par cruauté, mais parce que j'avais enfin compris que parfois, la paix exige une distance définitive. Ils ont tenté de réagir, mais je me suis levé, je les ai remerciés de leur honnêteté et je suis parti sans me retourner. Le monde de Britney s'est effondré de façon indélébile. Sa carrière a été ruinée, sans la protection sur laquelle elle comptait, et les opportunités ont cessé de s'ouvrir aussi facilement qu'auparavant, la laissant sans aucun repère solide, si ce n'est la réputation qui suivait son nom. Mes parents ont perdu peu à peu leur stabilité financière, leurs biens s'évaporant. Leurs économies ont été englouties par des dettes insurmontables, et l'image d'une famille parfaite a disparu de tous ceux qui les admiraient. Leur nom de famille, qu'ils avaient si jalousement gardé pendant des années, a lentement perdu de son influence dans les milieux professionnels et sociaux, jusqu'à devenir un simple avertissement silencieux plutôt qu'un symbole de réussite. Je n'ai éprouvé aucune joie à voir cela se produire, mais j'ai ressenti en moi quelque chose de bien plus important. Une forme d'apaisement qui ne dépendait ni de leurs regrets ni de leurs souffrances. Je n'ai pas reconstruit ma vie pour détruire la leur, et je n'ai pas entretenu la haine pour me sentir puissante. J'ai pris du recul car je méritais un avenir qui ne dépende pas de l'approbation de personnes qui n'ont jamais appris à la donner. Et en sortant de ce restaurant, je me suis sentie plus légère, d'une façon qui n'avait besoin ni d'applaudissements ni de pardon. On croit souvent que la paix intérieure ne s'acquiert qu'avec des excuses ou des relations réparées. Mais la véritable guérison commence lorsqu'on cesse de demander la permission de préserver sa tranquillité. S'éloigner n'est pas toujours synonyme d'échec. Et prendre ses distances ne rend pas quelqu'un froid ou cruel. Parfois, la décision la plus forte qu'une personne puisse prendre est de construire un avenir qui ne dépend plus de l'approbation de ceux qui ont refusé de reconnaître sa valeur au moment où elle comptait le plus. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si vous vous êtes déjà senti que invisible, incompris ou mis que à l'écart par ceux-là même qui auraient dû vous protéger, votre voix compte ici. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous suivez et faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours. Votre histoire pourrait aider quelqu'un plus que vous ne le pensez.